Personnellement, je suis biochimiste, physiologiste de la nutrition. En matière de maladies, en tout cas chroniques, je suis moi-même forme de survivant. J'ai eu une craniosténose congénitale et je suis le père d'un enfant qui a eu une tumeur au niveau du cerveau. Et donc, les communications sur ce sujet sont seulement aussi pour moi à la fois un thème professionnel, mais aussi à la fois un thème personnel. Et en tant que médecin, en tant que personne, en tant que citoyen, vous allez nécessairement, vous aussi, avoir cette vie professionnelle et cette vie personnelle, et dont j'espère qu'elle sera le moins touchée par ces bobos de la vie qui arrivent, et comment en faire votre force. Alors, avant de commencer, une question un peu provocante. Qui pense ici que l'intelligence artificielle va remplacer le médecin? Vote à main levée. Bon, c'est plutôt rassurant et merci à ceux qui ont pensé ça. Qui pense que l'intelligence artificielle va augmenter le médecin? À main levée. Merci, il y en a un peu plus. Alors, je me demande ce que pensent les autres, hein, parce que je n'avais que 2 questions. Mais on va voir. Cette intervention n'est pas un cours descendant. Ça va être un temps d'intelligence collective. Nous n'avons qu'1 heure en ce qui me concerne. Évidemment, il y aura un service après-vente et je serai heureux de pouvoir échanger avec vous. Mais je voudrais que ce soit une session interactive et d'intelligence collective. Vous pourrez, avec les formes, m'interrompre évidemment à tout moment et surtout faire en sorte que nous puissions faire en sorte de fonder une famille, une communauté. Vous venez de différents pays et de commencer déjà à construire le futur de demain ensemble. Donc, certains des gens connectés. Ce n'est pas une promotion d'un usage irraisonné, comme l'a dit tout à l'heure Madame la ministre, de l'intelligence artificielle. Il nous faut des garde-fous, mais enfin, il faut quand même qu'on sache à peu près de quoi on parle. Et donc, c'est plutôt une critique raisonnée de la pertinence pour nos pays de l'utilisation de cette technologie. Et surtout, je n'arrive pas avec une solution inventée. Bien heureux celui qui pourrait prédire le futur. Et surtout, vous êtes en fin de cursus pour nombre d'entre vous, mais personne ne saura ce qu'est l'avenir en matière de technologie à 5 ou 10 ans. Et donc, nous serions bien prétentieux de pouvoir y répondre. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se poser de bonnes questions en tant que faire se peut pour des réponses que nous n'avons pas encore. Alors, avant de commencer, j'aimerais, si vous me permettez, et bien sûr sous l'autorité de Madame la ministre, rappeler une terrible catastrophe qui a touché un pays frère, le Maroc, et avec beaucoup d'émotion, je voudrais rappeler mon soutien à la terrible catastrophe et à mes amis, frères et sœurs du Maroc. Merci beaucoup. Alors, tentant de reprendre mes émotions, je voulais rappeler quelques définitions qui sont importantes quand on parle de littératie. Où est-ce qu'on se situe? Donc, en fait, on a l'analphabétisme, c'est les gens qui sont incapables de lire et écrire et qui n'ont pas été exposés à une forme d'instruction scolaire. L'illettrisme sont des gens qui ont été exposés à un moment donné de leur vie à une forme d'instruction, mais du fait de la complexité d'évoluer dans les sociétés, du fait du vieillissement, on perd la capacité à comprendre les informations. Et puis, il y a un nouveau champ aujourd'hui qu'on appelle l'électronisme. C'est cette incapacité à utiliser les outils d'aujourd'hui, ce qui est un peu moins votre fait, vous, jeunes, car vous avez grandi avec ces technologies. Ça ne veut pas dire que vous les maîtrisez mieux que ceux qu'avant, mais en tout cas, elles font partie de votre quotidien et que sur nos anciens et sur certains des publics éloignés de ces technologies, on a aujourd'hui aussi un questionnement et en tout cas pour essayer de prendre en compte cette dimension de façon à être le plus inclusif dans notre approche. Merci. Excusez-moi pour le souffle. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, aussi une définition très rapidement, ce n'est pas un sujet qui est tout jeune. Hein. Vous voyez que c'est depuis plus d'une soixantaine d'années que le terme a été introduit en 1956 dans une des universités de l'Ivy League aux États-Unis.
premières grandes universités. Et donc, la définition qui en est donnée sont des systèmes d'intelligence artificielle. Il n'y a pas un système, mais des systèmes qui sont des logiciels qui peuvent fonctionner de manière autonome, soit de manière intégrée, et qui agissent comme une forme d'agent intelligent, c'est-à-dire capable de faire un certain nombre d'opérations pour notre compte. Et ça peut faire différentes tâches complexes, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au sens intelligence biologique, n'existe pas. Et il est fort probable, en tout cas selon certains des grands ingénieurs comme Luc Julia, nous disent qu'elle n'existera jamais au sens où elle pourra être in par avec l'intelligence biologique. D'accord? Donc, penser que nous pourrions totalement remplacer un médecin avec son intelligence biologique par une intelligence artificielle, pour ceux qui ont répondu, vous pouvez terminer tranquillement vos études et exercer sereinement. Ça n'arrivera pas. Par contre, mettons au service ces technologies au service de votre pratique. Je reviens juste sur l'alphabétisation, c'est important parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à parler des pays du Nord qui sont dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Si vous voyez dans ce graphe qu'effectivement, en presque 200 ans, on a eu une évolution très favorable de l'alphabétisation. Donc aujourd'hui, on a à peu près 15% de personnes dans le monde qui sont analphabètes. Il en reste une très large proportion, et hélas, elles sont basées dans les pays les plus pauvres et l'Afrique en particulier. Et non seulement on a ce problème d'analphabétisme, mais en plus, il touche particulièrement les femmes, puisque 60% d'entre elles, de ces 775 millions, sont des femmes. Vous avez là, c'est assez peu lisible de là où vous êtes, mais enfin bon, vous avez en rouge la moyenne africaine, et vous voyez qu'on a à peu près à peine 50% de personnes alphabétisées. Et donc, si on veut introduire cette notion d'intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle soit utilisée par des personnes soignées par vous, il va falloir aussi qu'on travaille sur cet aspect-là. Sur ce graphe avec ces couleurs, très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller un peu plus loin dans le propos. Vous avez ce graphe, vous avez les pourcentages en rose pour les filles, en bleu pour les garçons, excusez-moi de ne pas avoir dérogé à cette règle, même si on commence un peu à contester ces couleurs-là. Mais en haut, en Europe, vous voyez qu'on est à peu près plus de 96%, 99% taux d'alphabétisation en Europe, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. En réalité, en Afrique, on a des différences qui sont considérables à l'intérieur même du continent. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, on a entre 95 et 93% des personnes qui sont alphabétisées, mais que si on voit dans d'autres pays, comme par exemple le Bénin, on a des taux qui sont extrêmement bas pour les femmes. Et donc, non seulement on a un grand nombre de personnes qui sont non alphabétisées, et dans certains pays, cette situation est beaucoup plus critique. Et donc, pour certains d'entre vous, ils auront à faire face à une réalité qui peut être différente de ce que l'on peut rencontrer en Afrique du Sud, puisqu'il y a des étudiants d'Afrique du Sud ici. Alors, en ajoutant de la difficulté sur notre continent, mais pas de problème, nous sommes résilients, nous avons appris à faire beaucoup avec eux, mais il faut quand même savoir d'où on part pour essayer de se dire, est-ce que ces technologies vont avoir une quelconque utilité pour nous? Ce que je pense, mais on doit les appréhender avec notre contexte et notre réalité. En Europe, c'est 700 millions d'habitants, grosso modo 200 langues qui sont parlées sur ces 700 millions d'habitants. Donc, vous voyez, quand on parle d'alphabétisation, il faut bien qu'on parle d'une langue en particulier. Et il y en a à peu près une vingtaine, 20 et 30 langues qui sont utilisées de façon importante. Le Nigeria, à lui seul, 200 millions d'habitants, des sous-régions à l'intérieur du Nigeria, on considère qu'il y a à peu près 500 langues vivantes qui sont encore parlées. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle aujourd'hui d'alphabétisation dans un pays où on a encore 500 langues qui sont parlées? En Afrique, donc on a à peu près le double de population par rapport à l'Europe, mais on a 10 fois plus de langues parlées. Voilà la réalité africaine. Voilà ce que c'est que se dire aujourd'hui de prendre ces paramètres et de prendre ces technologies et d'avoir un regard extrêmement lucide sur ces technologies.
Donc, une population alphabétisée qui est beaucoup moins alphabétisée en Afrique. 2, la question des langues. On instruit quelle langue, qui est beaucoup plus complexe en Afrique avec un plus grand nombre de langues qu'il faut intégrer. Et 3, non seulement c'est compliqué, mais quand on parle maintenant, on commence à introduire ces questions du numérique, le numérique en santé, d'accord, on voit que c'est souvent les personnes les plus pauvres, les plus éloignées, qui ont du mal à utiliser les technologies numériques, et pourtant c'est eux, c'est elles qui auraient le plus à gagner, parce que c'est elles qui payent le fardeau le plus lourd, et en particulier, puisqu'on est en train de parler des maladies non transmissibles. Alors, un peu pour vous revenir aussi, toujours et terminer avec ces questions de définition, revenir sur la littératie en santé, qu'est-ce que c'est? Donc, elle est nécessairement liée au domaine de l'alphabétisation, d'accord? Mais vous voyez là dans ce texte en rouge, ce qui est le plus important à retenir, c'est que la littératie se définit autour de 4 concepts qui sont d'accéder, comprendre, évaluer et utiliser des informations afin de pouvoir prendre des décisions, avoir des jugements sur sa vie et améliorer sa santé, et ce, tout au long de la vie. Et la littératie en santé, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie d'un individu même, puisque j'ai en filigrane abordé le fait que, effectivement, avec l'âge, avec le temps, on peut avoir un déclin cognitif, et on peut avoir été un jeune médecin dans sa vie, avec totalement informé, et puis en étant senior, avoir eu un déclin cognitif et ne plus finalement savoir comment naviguer, même en étant un médecin, à l'intérieur de systèmes de santé qui sont complexes. Alors, en Europe, on a 99%, je disais tout à l'heure, de personnes qui sont alphabétisées. Et pourtant, des études ont montré qu'on a un Européen sur 2 qui a un problème en littératie de santé, qui ne sait pas naviguer, donc accéder, comprendre, évaluer et utiliser ces informations. Vous voyez qu'on a à peu près 50%, 35 plus 12, 47 et 48%, donc de personnes en moyenne en Europe sur une enquête européenne qui a été menée en Europe. D'ailleurs, c'est peut-être un appel que je lance, mais peut-être à un moment donné en Afrique, il sera intéressant de reproduire ce type d'enquête pour savoir d'où on part et avoir une idée de départ. Aux États-Unis, même constat, peut-être pire d'ailleurs, c'est que non seulement vous avez des gens qui ont un faible niveau de littératie, malgré ces 99% de taux d'alphabétisation, d'accord, mais ça coûte très cher d'avoir des patients qui ont une faible littératie. C'est 73 milliards de dollars de coûts supplémentaires pour la santé, d'accord, et sur la santé, d'accord. Et au niveau économique, c'est 286 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Qui sait quel est le budget de l'OMS? Et je parle sous contrôle, il y a des gens de l'OMS ici. Qui sait le budget de l'OMS ici? Alors, je parle sous le contrôle des gens de l'OMS, je crois que c'est aux alentours de 8 milliards de dollars. Je me trompe ou pas, quelque chose? 8, 10, selon les bonnes années. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis seuls, c'est 10 fois ce budget-là. Imaginez si vous, demain, étudiants africains, vous portiez volontaire pour aider ce grand pays en disant, écoutez, moi, je peux vous aider, j'ai la solution, et je prends 10% de l'économie pour notre continent. On pourrait faire des choses intéressantes. Et donc, c'est 9 Américains sur 10 qui ont un problème de littératie en santé. C'est vraiment très important. Donc, quand on parle de littératie, il y a 3 niveaux, et j'en aurai fini avec les définitions. Il y a 3 niveaux donc, la littératie fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la capacité de la personne à utiliser ces informations, la capacité à interagir avec les personnes ou les structures de santé ou les systèmes de santé, et la capacité ensuite critique de pouvoir évaluer comment utiliser ces systèmes de santé. Et bien sûr, l'IA, aujourd'hui, c'est vu comme étant quelque chose de providentiel, mais on peut avoir des réponses en littératie de santé déjà avec des technologies sans utiliser des technologies, ce qu'on appelle no-tech, avec un faible niveau de technologie, et puis avec un niveau de technologie plus avancé dans lequel on va avoir l'IA. Donc, par exemple, quelques exemples de no-tech, low-tech, high-tech. Les ateliers qui sont réalisés par les personnes communautaires auprès de publics cibles,
ou des documents figuratifs qu'on utilise beaucoup en Afrique, et même ailleurs. Mais ça, c'est de la no-tech, c'est-à-dire on éduque les gens, on arrive à leur donner de l'information, on leur permet d'accéder à l'information, il n'y a pas de tech, on parle, on met des documents. La low-tech, c'est les programmes de TV, mais tout à l'heure, Malik Fan nous a dit que c'était quand même coûteux, hein, mais disons, on peut délivrer des messages à travers des technologies qui sont anciennes, ou alors adapter nos hôpitaux avec de la signalétique pour faire en sorte que le patient navigue beaucoup plus facilement. Et je parle sous contrôle, je crois qu'elle est partie de Madame la ministre de Rondia tout à l'heure, qui nous disait effectivement qu'il y avait encore un peu de travail à faire sur nos structures et nos hôpitaux pour faire en sorte que les patients puissent naviguer plus rapidement. Et enfin, la high-tech, c'est l'utilisation, aujourd'hui vous avez entendu parler, surtout dans le domaine de l'imagerie médicale, hein, avec ces grandes bases de données, de pouvoir délivrer des messages d'abord aux soignants, puis ensuite aux patients, et puis aujourd'hui, les premiers robots assistants pour communiquer avec les patients. Donc, quelques illustrations avec quelques, comment dire, les URL, et la présentation sera mise à votre disposition, évidemment. Donc voilà, au Kenya, ailleurs en Afrique ou au Rwanda. Même au Rwanda, vous voyez que c'est déjà une réalité, puisqu'il y a eu des essais pour utiliser un robot, qui est un robot qui venait de Belgique d'ailleurs, lors de la crise de la COVID-19, pour aller communiquer avec des patients. Dans certains pays, moi j'ai accompagné une start-up qui s'appelle StrapLife, qui a développé un sticker pour des boîtes de médicaments. Et ce sticker a été reconnu extrêmement innovant parce que non seulement il permettait aux patients de pouvoir mieux prendre la posologie, mais qu'il y avait un dispositif tout bête, juste en faisant des trous, qui permettait aux aveugles et aux malvoyants de comprendre la posologie. Vous voyez, des fois, avec des innovations, on n'a pas besoin d'aller très loin en coût énergétique, en coût de logiciel, et que surtout qu'elles peuvent être propriétaires. Vous avez au Nigeria une startup qui s'appelle HelpMum, qui a développé des kits pour les personnes pour qu'elles accouchent dans des meilleures conditions et vraiment accompagner donc les programmes de réduction de la mortalité materno-infantile. Pas de tech. Et puis, vous avez quelque chose d'un peu high-tech, vous en avez peut-être entendu parler, une très belle start-up du Ghana. On a une étudiante du Ghana ici parmi nous, qui est la start-up M-Pharma, qui est une très belle réussite africaine et qui a un programme à la fois de digital, mais aussi d'aller voir dans les pharmacies et de mettre en place dans les différentes pharmacies communautaires des sessions de télémédecine avec les patients. Donc, j'ai essayé de poser le cap, et comme je disais tout à l'heure, merci de m'écouter aussi religieusement, mais vous pouvez m'interrompre. Hein. L'idée, c'est d'agir au niveau de 4 niveaux, donc le soigné, le ou la soignante, la structure de santé et le système de santé, pour faire en sorte que cette personne qui est soignée, prise en charge par vous, par un système, par des structures, puisse obtenir un soin de qualité. Alors, ça commence lorsqu'on va voir le médecin avec des termes des néologismes que j'ai créés, qui s'appelle l'ordobésité. Aujourd'hui, vous avez un vieillissement de la population, en particulier en Europe, mais qui nous guette, nous, dans quelques décennies, on y sera aussi, hein, nécessairement. Vous avez des personnes seniors qui consomment un certain nombre de médicaments et 40% des plus de 75 ans consomment plus de 10 médicaments par jour. Donc, comment voulez-vous qu'avec un déclin cognitif, les 10 médicaments, d'accord, c'est facile de prescrire, mais à un moment donné, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Est-ce qu'on est sûr que ce qu'on a prescrit va être pris dans les bonnes conditions? On a identifié la maladie, ça, il n'y a pas de problème, ça, vous savez faire. Mais ensuite, ce qui est après la porte du cabinet, est-ce qu'on est sûr qu'avec ce que j'appelle la visite office, c'est-à-dire que le raccourcissement du temps de la visite médicale, est-ce que vous êtes sûr que votre patient, une fois qu'il vous a vu, il repart avec les bonnes informations? Et pendant des années, on s'en est un peu lavé les mains. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne ça en compte. Et plus
plus encore dans notre continent. Et c'est parce que dans notre continent, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs, eh bien, les solutions avec lesquelles on arrivera, eh bien, elles pourront avoir une très forte pertinence ailleurs. D'abord chez nous et ensuite ailleurs. Alors, un exemple très concret, c'est une maman qui avait un enfant, bon, ça se passe en Angleterre, ou en Écosse, pardon, qui, après avoir vu 17 médecins en 3 ans, s'est tournée vers ChatGPT, a délivré l'ensemble de son dossier, d'accord, et a fait en sorte que cet enfant a pu être diagnostiqué par cette IA, qui était une forme de spina bifida. 17 médecins en 3 ans. Est-ce que ça venait du fait que l'on n'a pas bien écouté cette patiente? Est-ce que ça venait du fait que les médecins n'étaient pas formés à cette maladie, qui n'est pas non plus la plus fréquente? En tout cas, cette IA a permis de trouver, de mettre un nom sur ce qu'avait cet enfant et aujourd'hui de le prendre en charge. Alors, pour arriver à quelque chose de pertinent, dans ce que j'ai essayé d'introduire, il faut qu'on change la relation du soignant au soigné. D'accord? Et l'idée, c'est de préparer un terrain pour ce genre de technologie. Ce genre de technologie ne peut pas arriver si on reste sur un modèle qui est le modèle qui a permis d'avoir des avancées majeures en termes de santé publique, mais qui aujourd'hui ne peut pas être le terrain qui va accueillir ces technologies. Et ce terrain-là, favorable, c'est un terrain où on doit nécessairement changer la façon dont on communique, on s'adresse aux patients. Et donc, aujourd'hui, on a commencé ce virage, vous avez entendu parler de la médecine 4P. Bon, il y en a qui s'amusent à rajouter des P à chaque fois, donc on va s'arrêter à 4P. Donc, la médecine professorale, la médecine 1P, vous êtes formé, vous êtes dans votre cabinet, vous diagnostiquez, vous faites votre anamnèse, vous avez trouvé, il y a un médicament, génial, je le prescris, allez, dehors, je passe au suivant. Avec un peu de bienveillance, parfois, souvent pour ne pas être mesquin. La médecine 4P, avec l'arrivée de ces technologies dans le cabinet, mais à l'extérieur du cabinet, on peut maintenant avancer vers une médecine qui va prendre en compte le vécu du patient, qui va essayer d'intégrer un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas, la génétique, etc. Et donc pouvoir personnaliser sa réponse à son patient et même prédire, puisque ça a été dit, l'occurrence de certaines maladies. Moi, j'ai travaillé sur un carnet de santé numérique il y a quelques années où j'ai travaillé sur les survivants du cancer, où on délivrait à ces enfants survivants des cancers devenus adultes un carnet qui permettait de leur exposer d'abord ce qu'ils avaient eu et puis d'anticiper sur un certain nombre de problèmes à long terme qui pouvaient se déclarer, la surdité, l'infertilité, toutes ces choses-là suivant ce qu'ils avaient reçu comme traitement. Et puis le côté participatif, donc d'impliquer le patient. Mais ça, c'est bien d'impliquer le patient. Comment voulez-vous être participatif si vous êtes en face de votre patient, d'accord? Vous regardez chacun dans une direction opposée et surtout maintenant, vous avez un écran entre vous et votre patient. Est-ce que c'est la meilleure des communications? Je ne crois pas. La meilleure des communications, c'est celle qui va essayer de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre setting, une autre disposition qui fait que je vais embarquer mon patient pour essayer de l'accompagner maintenant dans ce parcours de maladie chronique qui est à long terme, d'accord? On passe de l'aigu au chronique, on a ce double burden en Afrique, mais on est en train de parler de la maladie chronique. Est-ce que je ne peux pas juste, en me déplaçant et en regardant dans la même direction que mon patient, et en n'ayant pas l'écran entre moi et mon patient, mais en l'ayant en face, et de lui indiquer le chemin à parcourir, et ensemble. Et donc, passer d'une médecine de face à face à une médecine côte à côte, et j'ai rajouté 2P pour avoir moi aussi ma pierre à l'édifice. Donc, passer à une médecine partagée et une médecine pédagogique. Je clame haut et fort être le premier à avoir fait ces termes. Pareil, on s'est accommodé depuis bien des années pour un peu vous épargner de la charge de travail et d'études, du fait que vous aviez le droit, une des seules rares professions, qui avait le droit de continuer à produire des hiéroglyphes
d'accord? Et que grâce à nos pharmaciens, d'accord, pharmaciens d'ailleurs qui sont les premiers experts en cybersécurité, c'est-à-dire les clés de déchiffrement de, des ordonnances, d'accord, et donc grâce aux pharmaciens d'aider le patient à déchiffrer vos ordonnances rédigées à la hâte parce que à cause de cette visite au film. Eh bien, effectivement, on est passé de ces ordonnances manuscrites aujourd'hui à des ordonnances dans de nombreux cabinets, y compris en Afrique. Hein, je pense qu'on peut s'en enorgueillir aussi. De nombreux cabinets maintenant qui sont informatisés, écrites, qui réduisent le risque d'erreur. Mais c'est toujours une ordonnance. Et quand on est dans la littératie en santé, eh bien, le patient repart avec son ordonnance. Elle est plus jolie, il peut la lire. Il ne comprend pas ce que c'est qu'un médicament, surtout si c'est une DCI. Ça ne lui évoque rien du tout. Et donc, effectivement, là, on peut avoir des technologies au service de votre prescription, ou demain, on peut imaginer un QR code qui va aller vers une application et fait de la façon la plus intelligente possible, d'accord, de façon à faire en sorte que ce soit le plus direct, le plus fluide pour le patient et d'être le plus inclusif, passer par le texte, la voix, la vidéo, devoir montrer ce comprimé qu'il doit prendre. Parfois, c'est une forme de galénie qui va nécessiter un apprentissage, d'accord? Parce que lui, ce qu'il repart de votre cabinet, c'est souvent avec juste une petite feuille et c'est tout ce qu'il aura retenu. Il n'aura pas eu le temps de raconter sa vie, ou il ou elle n'aura pas eu le temps de raconter sa vie. Et je peux vous dire que quand vous avez une liste, là vous en avez 4, et quand vous avez 75 ans et vous avez une liste de 10 médicaments, bon courage pour comprendre tout ce que le médecin vous a dit en 7 minutes. Donc, il faut augmenter le soignant. Alors, bien sûr, c'est caricatural, mais moi, j'aime à le rappeler parce que ce pays m'est cher, le Sénégal, avec cette fameuse maxime. Le Sénégal nous a donné beaucoup de choses, mais celle-là, pour moi, elle est un repère. C'est un North Star pour moi. C'est vraiment une étoile. L'homme est le remède de l'homme. D'accord? Et ça a l'air de rien, cette phrase, mais aujourd'hui, elle veut tout dire. L'homme est le remède de l'homme, et si l'IA est quelque part, il est dans le remède. Mais ça part de l'homme et ça va à l'homme. Eh bien, moi, j'ai grandi, je suis né sur les rives africaines, et puis j'ai grandi en France, mais l'autre maxime, l'autre pendant, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Donc, vous voyez les deux conceptions, on est quand même assez éloigné de ce que c'est qu'une conception où on va essayer d'aider son prochain, d'être ensemble. Et en littératie, c'est vraiment important de faire en sorte d'avoir ce couple soignant-soigné. Et donc, je ne sais pas traduire, mais en Wolof, peut-être qu'il faudra inventer la phrase de l'homme et le remède de l'homme, peut-être par l'IA et le remède de l'homme, si c'était le cas, mais je ne crois pas, où l'IA est un loup pour l'homme, ça très certainement. Il y a quelques années, Microsoft avait créé un chatbot qu'il voulait un peu pour les jeunes sur Twitter. Ce chatbot, c'était censé représenter une jeune femme de 17, 18 ans pour échanger sur Twitter avec les jeunes Américains. Ce chatbot a été débranché en 16 heures, d'accord? Parce que cette IA était devenue raciste. Et ça a été une très belle leçon pour Microsoft. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est des bases de données. On avait confié ça à un ingénieur, et lui, il s'est dit, bon, bah, je vais commencer par ce qu'il y a. Il y avait tellement de bases de données. Il a pris Alabama, années 50, il a mis tout ça dedans, et au bout de 16 heures, on avait eu une IA qui crachait des inepties, des choses vraiment, vraiment abjectes en termes de racisme. Mais ça aussi, excusez-moi, c'est le fruit de l'homme est un loup pour l'homme. Alors, pour terminer, et là, vous me direz, mais c'est assez drôle parce que faut quand même avoir un petit peu d'humour. C'est une conversation WhatsApp. Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez me déchiffrer ça au-dessus? Vous ne voyez pas une espèce de hiéroglyphe. Ça veut dire paracétamol. Et ça veut dire amoxicilline 3 fois par jour. Alors, plus sérieusement, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on passe avec notre intelligence biologique et aujourd'hui collective, on puisse savoir utiliser l'IA de la bonne façon. Donc, l'intelligence biologique, c'est ce qu'on peut faire tout de suite, maintenant. Dès que vous aurez votre diplôme, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Créer un environnement convivial et chaleureux pour votre patient,
être à l'affût des signes de faible littératie. On ne pourra pas traiter toutes les personnes de la même façon. Fournir des informations écrites ou orales adaptées au niveau de la littératie et du patient. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont des startups aujourd'hui, c'est de savoir aujourd'hui quels outils vont pouvoir fournir au médecin qui n'a que très peu de temps et comment, d'ailleurs, on peut faire en sorte que ce temps redevienne du temps médical et le prendre sur le temps administratif. Là encore, il y a des poches intéressantes de développement en termes de start-up. Recourir au non-verbal, des images. Aujourd'hui, on a des startups qui font des choses superbes en 3 dimensions que le patient peut comprendre et vérifier la compréhension et l'application de l'information dans le cabinet ou à l'hôpital et après, et même parfois avant pour préparer la visite. L'intelligence artificielle, ça va être d'aider à personnaliser le cabinet en fonction du patient. Alors, on peut rêver, on peut se faire plaisir, pas de problème. Vous rentrez dans un cabinet, vous avez des murs digitaux et suivant la pathologie, votre environnement va s'adapter au patient. Vous allez avoir, par exemple, dès que la préparation, c'est un patient qui est déjà dans votre patientèle, il rentre, l'IA va analyser le dossier et vous fournir des informations. Et non seulement ça, avec une captation de micro-environnementaux ou sur la personne, on va pouvoir tout de suite avoir la retranscription immédiate des informations. Ça peut être d'afficher des informations contextualisées en temps réel à l'écran en fonction du narratif. Enfin, ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas forcément Adam, il est bien gentil, mais ça, il nous raconte les États-Unis. Ce n'est pas compliqué à faire. Et ça ne demande pas beaucoup de technologie. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut un écran qui fasse tout le mur du cabinet. Un écran classique d'ordinateur suffirait. Mais comme l'a rappelé Madame la ministre, Marie Colsec, il faut quand même avoir des garde-fous quand on utilise ces systèmes-là. D'abord, les bases de données sont constituées de beaucoup d'informations qui ont été créées par et pour les pays du Nord. Vous avez vu, j'ai utilisé quelques images qui venaient de ChatGPT avec des personnes africaines. Pourquoi? Parce que j'avais extrêmement beaucoup de mal à trouver des vraies images faites avec des gens africains. D'accord? Alors là, ce que vous devrez faire la prochaine fois, c'est bien sûr pas prendre des images comme ça à la volée de vos patients sans leur consentement, mais inondons ces bases de données de la matière que nous produisons. D'accord? Ça va être très important. Donc, les données, elles sont créées ailleurs et souvent pour autre chose, et nous, on essaye de les utiliser tant bien que mal, mais il va falloir qu'on crée de la donnée, et ça, c'est important. 2, quand on dit données, ça veut dire c'est l'hébergement de ces données et les outils avec lesquels on accède. Alors évidemment, on a de très grandes compagnies avec lesquelles moi, il m'arrive de travailler, Microsoft, Amazon, qui offrent des très beaux services et d'hébergement et de haute puissance de calcul. D'accord? Mais il existe un risque pour que ces données ne soient plus sur le continent africain. D'accord? Et sans être dans une vision dystopique. Parce que pour le moment, et je vais être très cynique, la valeur des données d'un patient africain n'est pas suffisamment intéressante pour des pour des hackers. D'accord? Mais demain, avec notre continent qui se développe, des pays qui sont passés de low-income countries à middle-income countries et qui sont, pour certains, sur la voie de devenir des high-income countries, la valeur de ces patients va représenter quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous, on est entre le marteau et l'enclume. Soit on les héberge chez nous, et ça va coûter très cher en cybersécurité, soit on les confie ailleurs et on prie le Seigneur qu'il n'en fasse pas quelque chose contre nous. D'accord? Donc, il va falloir qu'on remédie à cela. Et pour revenir sur l'impact potentiel de l'IA, après ces deux pans majeurs qui sont à considérer, c'est d'abord que sur ce très beau papier, d'ailleurs, que je vous conseille de lire, un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la relation médecin-patient, parce que moi je suis sur la littératie, c'est de faire en sorte qu'on ne crée pas des inégalités, c'est de faire en sorte que ce soit transparent pour les professionnels de santé qui les utilisent, c'est d'éviter des biais sociaux par les IA, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce risque de robot, mais il y en a d'autres, c'est qu'on a une dilution du récit du patient, je vais venir dessus, des risques de biais d'automatisation, et sur la vie privée. Donc, j'ai repris ces 4
ces 6 points, pardon, et j'essaie de les traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les inégalités d'accès à des soins si on utilise l'IA, eh bien, on risque d'avoir une médecine à deux vitesses. On va avoir des patients avec qui on va utiliser l'IA parce que la consultation va devenir plus chère, je vais l'amortir. Et il y a des patients avec qui je ne vais pas l'utiliser. Et moi, en tout cas, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux un monde où tout le monde est soigné de la même façon. La transparence, c'est que demain, on ait des boîtes noires et que vous les utilisiez sans votre propre consentement. Qu'est-ce que ça produit comme réflexion? C'est quoi l'algorithme clinique qui est derrière qui me permet, moi, de l'utiliser en toute sérénité? Les risques de biais sociaux, c'est des réponses aujourd'hui qui sont, comme je vous l'ai dit, sur ces bases de données, qui reposent essentiellement sur des données qui ont été acquises sur une population mâle et blanche, d'accord, du Nord. Et même pas femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a peu pas d'essais cliniques sur les femmes. Et donc, en tant qu'Africains, donc, on a aujourd'hui un déficit de données, d'accord, et qui fait qu'aujourd'hui, ces IA, elles, sont entraînées sur des données, sur des populations qui ne sont pas les nôtres. Donc, il faut les utiliser, mais les utiliser avec une certaine raison. La dilution du récit du bien-être du patient, c'est parce que l'IA, souvent, raisonne en termes quantitatifs. C'est des données. Elle ne raisonne pas, ou pas encore suffisamment, en termes qualitatifs, en termes de récit vécu du patient. Vous allez le voir, moi j'ai eu l'occasion de travailler quand je travaillais sur ce carnet de santé numérique, de travailler avec le président de la Société de traitement et d'évaluation de la douleur. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai dit, je ne peux pas faire de carnet de santé numérique si je ne vois pas des patients, parce que je ne suis pas médecin, je suis biochimiste. Et donc, avec le consentement, j'ai assisté à 3 consultations de douleurs chroniques. Et c'était très informatif pour moi. Ça m'a permis effectivement de ensuite proposer des développements intéressants. Mais je vous garantis qu'une IA aurait eu du mal à capter ce que j'avais à capter. C'était 3 profils. Un profil qui relevait de la psychiatrie. Pour moi, une douleur chronique, c'était une douleur physique. Et j'avais mal. Et je ne savais pas ça. Un profil qui relevait de l'affabulation. C'est quelqu'un qui voulait utiliser si vous voulez, le handicap en termes de droits sociaux que ça pouvait donner, d'accord? Une jeune femme qui voulait utiliser, se faire déclarer malade chronique pour pouvoir recevoir des avantages sociaux. Et la troisième, c'était une vieille femme qui est arrivée avec un dossier comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va prendre 3 heures. Et j'ai eu moi-même un biais, parce qu'elle est arrivée très structurée, etc. Et donc, je me suis dit, oui, il faut prendre ça en compte. Et donc, prendre en compte le récit du patient, c'est très important. Bien sûr, avoir des outils qui n'ont pas l'expertise clinique, comme je vous disais, d'un médecin. Et surtout, de voir ces données aujourd'hui mal utilisées, potentiellement mal utilisées. Je vous ai mis quelques cas pratiques pour que vous regardiez à la fois avec votre regard de jeune médecin, mais aussi peut-être que certains d'entre vous finiront, peut-être, par être à la fois médecin et entrepreneur. Et donc, je vous ai mis quelques cas qui sont à l'étranger, aux États-Unis ou en Angleterre, de ce qui se fait, d'accord, pour s'en inspirer, d'accord, et pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être intéressantes pour nous à développer, soit vous, en tant que médecin, soit dans un dialogue avec des ingénieurs pour essayer de trouver des solutions pour notre continent. Donc là, par exemple, Telplace, c'est une application qui permet à des médecins de poster du contenu pour eux, mais pré-préparé par une intelligence artificielle, et le rendre intelligible. Vous avez Clinical Note qui permet à n'importe qui d'aller interroger ce moteur et qui va annoter, par exemple, un compte-rendu médical et qui va l'annoter avec des phrases qui sont compréhensibles par le patient. Et vous avez Clear Eye, c'est un produit qui a été développé par Pfizer, je ne fais pas de publicité pour ce labo,
mais c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui a été développé. Donc, ils ont développé un outil pour permettre que c'est simplifier, par exemple, des notices de médicaments, d'accord, pour faire en sorte qu'elles puissent être mieux comprises par le patient. Et puis, vous avez aussi des applications, Pocket Health, Visible Patient en France, qui recrée donc un organe en 3 dimensions. C'est remboursé par la sécurité sociale pour expliquer à son patient, avant par exemple une grosse chirurgie qui va coûter extrêmement cher, qu'est-ce qui va se passer, mais vraiment avec les données du patient. Et vous avez aussi Xploro, qui est assez intéressant, on est dans la pédiatrie avec des données, un jeu pour essayer d'enlever l'angoisse du jeune patient avant une intervention. Alors, donc ça, j'ai parlé beaucoup du cabinet, comme quelle heure il est, mais le soin, c'est aussi l'hôpital. Vous avez une idée de combien coûte un hôpital à peu près? Alors, qui pense qu'un hôpital coûte 30 millions de dollars, 30 millions d'euros? Personne. Qui pense qu'un hôpital coûte environ 150 millions de dollars? La main levée, personne. 300 millions de dollars? Personne. Ah, au moins une personne. Vous imaginez que quand on vous pose des examens, vous répondez quand même. Il vous arrive de répondre à des questions, rassurez-moi, hein, pour détendre l'atmosphère. Il n'y a pas de jugement, on est entre nous, ça ne sortira pas de cette salle. La réponse, c'est tous, parce que ça dépend de l'hôpital qu'on veut faire. Évidemment, on a des pays, nous, en Afrique, qui ont moins les moyens, donc ils vont se concentrer sur l'essentiel, et on a des hôpitaux qui coûtent 30 millions de dollars. On a des hôpitaux, récemment, Tanger a mis en place un hôpital qui est 136, ou enfin environ 150 millions de dollars. Et puis, on a des hôpitaux aussi, des grands hôpitaux aussi qu'on construit, qui sont à 300 millions de dollars. Ça compte. Oui. L'équipement, voilà. C'est ça. C'est effectivement la construction plus l'équipement. D'accord? Exactement. Mais bon, après, faire un petit hôpital très limité, ça a son intérêt hein, pour certaines pathologies, mais en général, on va dire que si on prend pour un 150 lits, c'est à peu près, on peut trouver ces choses-là jusqu'à 500 lits pour 300 millions de dollars, évidemment. Alors, on va mettre beaucoup d'argent dans un hôpital et 30 millions de dollars, ça peut être beaucoup d'argent pour un pays. D'accord? Ça peut être beaucoup d'argent pour un pays. Et donc, on met beaucoup d'argent dans cet hôpital, mais là où on investit le moins, c'est dans la capacité du patient à utiliser cet hôpital. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a, et comme vient de à juste titre dire madame, on a acheté des équipements, souvent d'ailleurs financés, et ça c'est un autre sujet, avec de la dette, des équipements qui coûtent cher, des scanners, des IRM et autres. Mais l'hôpital, il est rarement fait dans le souci du patient. Il est fait, on a une grosse enveloppe, how can we make more with this? Qu'est-ce qu'on peut faire plus avec ça? Donc, on est plutôt dans une approche industrielle et on n'est pas dans une approche du bien du patient. C'est difficile à faire. Et vous voyez que si on devait, là, encore une fois, je vous laisserai cette présentation, mais voilà ce que ça pourrait représenter si on avait l'IA et les différents points de friction donc, sur lesquels on peut amener ou améliorer, que ça va être sur la préparation, sur la facturation, ça va être dans la chambre, ça va être d'utiliser des équipements. Et donc, tout ça, évidemment, ça a un coût, d'accord? Mais c'est souvent intégré, c'est souvent pas aussi cher que ce que peut coûter l'hôpital, si on a bien conçu notre hôpital. Je disais tout à l'heure, là, c'est encore dans des photos créées avec Bing Image Creator. C'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Hein. Vous enregistrez sur Bing et vous pouvez générer vos propres images demain pour vos patients. Et là encore, c'est tout à l'heure notre ami Cher qui l'a dit, la vraie intelligence va consister à poser la bonne question, parce que sinon, il peut vous générer tout et n'importe quoi comme image. Mais c'est assez intéressant. Et donc, on met beaucoup d'argent. Et donc, voilà, par exemple, évidemment, c'est caricatural, mais un cabinet médical du futur. Mais par rapport à ces 30 millions, ce n'est pas forcément ce qui va coûter le plus cher. Mais par contre, on peut investir techniquement
dans quelque chose qui pourrait aider à faire comprendre le patient. Là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est une expérience qui a été faite dans le domaine de la psychiatrie. Vous voyez que c'est important, la psychiatrie, où des chercheurs ont pu montrer que l'effet de la mise en place de tableaux, d'accord, dans une unité psychiatrique permettait, donc des œuvres d'art permettaient de réduire le niveau d'anxiété chez certains patients qui relevaient de la psychiatrie. Il n'y a pas de technologie là-dedans, ce sont des œuvres d'art. Maintenant, ramener une œuvre d'art dans un hôpital, ça a un coût. Comme je le disais, pas de problème. Un écran, ChatGPT, Bing, ce que vous voulez, vous générez votre image et vous pouvez participer à faire en sorte de réduire l'enveloppe de médicaments, améliorer le bien-être de vos patients et en utilisant l'IA, mais de façon indirecte, en l'utilisant de façon intelligente. Donc, d'augmenter l'hôpital à faible coût d'une certaine façon. Oui, il faut un écran, mais bon, un rétroprojecteur, comme on le voit là-haut, c'est quelques centaines d'euros. Et ensuite, le reste, ce n'est pas forcément si cher. Enfin, je vais terminer là-dessus. Il y a quelque chose qui est important, c'est que, et je voudrais laisser de l'échange s'il m'en reste, je ne vais pas regarder le chrono, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on vous forme d'une certaine façon, d'accord, et vous n'avez pas choisi d'être formé de cette façon-là, d'accord. Et il appartient à ceux qui font ces programmes, donc il y a des doyens, il y a des responsables du ministère, de voir s'il n'est pas nécessaire d'introduire ces questions de la littératie en santé pour vous, enfin, ou en tout cas pour ceux qui vous suivront. Mais la formation, c'est tout au long de la vie. Hein. C'est Einstein qui disait Once you stop learning, you start dying. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Et donc, c'est vrai pour ceux qui vous suivront et c'est vrai aujourd'hui pour vous de pouvoir acquérir ces compétences en littératie ou en tout cas de l'intégrer dans votre pratique. Et donc, il y a des universités, voilà, il y a un programme qui est assez intéressant en ligne, mais moi, je rêve qu'il soit déployé ici et créé par et pour les Africains. Et enfin, une initiative que je trouve merveilleuse en France, créée par une femme au parcours exceptionnel, Catherine Tourette-Turvis, qui était une grande défenseuse, je pense, Madame la ministre la connaît, pendant les années SIDA, qui a été avocate, qui a un parcours extrêmement, enfin, c'est un livre, sa vie, hein, et qui a créé l'Université des patients à l'hôpital et qui a créé cette notion de patient expert. Je ne suis pas grand fan du titre en tant que tel, mais qui utilise une ressource qu'on n'avait jamais utilisée auparavant. C'est des patients qui ont eu un vécu au service des autres patients. Évidemment, il faut cadrer, il faut les former. Et donc, elle a créé cette université des patients. Et je trouve ça très intéressant. Puis, il y a une autre initiative que j'aime beaucoup aussi d'une philosophe et psychiatre, décidément, tout me ramène à la psychiatrie, qui est Cynthia Fleury, qui a créé la chaire de philosophie à l'hôpital. Parce que quand on parle d'IA, quand on parle de ces questions, il y a des notions philosophiques derrière. Et je pense que c'est important de les avoir, de vous rafraîchir l'esprit, à la fois, bien sûr, d'être très compétent dans la technique, dans la clinique, mais aussi d'avoir des notions de philosophie, c'est très important. D'ailleurs, nos maîtres, hein, nos grands savants étaient souvent médecins, astronomes, philosophes. Et donc maintenant, si je repose la question, qui pense que l'intelligence artificielle, c'est dommage parce que c'est un médecin africain, mais c'est moi qu'on voit dessus, mais pourquoi pas, à la limite, je peux va augmenter le médecin à main levée. Bon, je triche un peu, j'attends que beaucoup de mains se lèvent. Bon, alors à ce moment-là, je pense que je crois, et si vous m'y autorisez, avoir réussi à faire passer ce message. Alors, je me suis amusé, puisque maintenant vous êtes prêts finalement à utiliser l'intelligence artificielle. J'ai demandé à ChatGPT de générer lui-même le nouveau serment d'Hippocrate, d'accord? Un serment d'Hippocrate pour un médecin africain utilisant l'IA. Et donc, il est sorti avec 10 recommandations sur la base de l'IA. Voilà, et donc, c'est quelque chose que je partagerai avec vous. Vous pourrez mettre votre nom. I, a doctor empowered by artificial intelligence, solemnly pledge to uphold the principles, etc. Évidemment, on pourra le traduire en français. Mais l'idée, c'est voilà, de devenir ce que vous serez, ce que nous ne sommes pas encore, en tout cas pas pour moi, ce ne sera jamais, mais des médecins 2.0 en utilisant cette IA.
Merci beaucoup, Jeff. Je crois qu'on est un peu en avance par rapport à la session et si votre niveau de glycémie m'y autorise encore un peu, je trouverais intéressant qu'on puisse avoir cet échange pour ceux qui veulent poser des questions, pas uniquement à moi, mais qu'on se pose des questions collectivement. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, la meilleure des façons, alors, je vais donner la parole à un jeune ingénieur en intelligence artificielle. Ah, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle dans les micros. Donc, bonjour à tous. Vraiment, je vous remercie énormément pour cette très belle présentation. Je me présente rapidement Alioune Badara Meng, consultant en innovation digitale et auteur très récemment d'un livre sur l'IA. C'est très drôle parce que le livre s'appelle Prospérité symbiotique. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. C'est que, comme vous le dites, on va être nous tous des humains augmentés, qu'on soit architecte, quoi qu'on puisse être. Et la seule voie de réussite avec cette IA-là, c'est qu'on travaille avec elle. Par contre, j'ai un point sur lequel j'ai une petite question, et ça, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parmi vous. C'est une question à laquelle je pense avoir une réponse. On a vu ChatGPT diagnostiquer correctement un enfant qui n'a pas pu être diagnostiqué par 13 médecins, je pense. 17. 17. 17 médecins. J'espère qu'ils n'étaient pas sénégalais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un médecin saura faire de mieux qu'une IA dans 5 ans, si jamais ça existe? C'est la première question. L'autre, c'est un peu un plaidoyer. Je ne sais pas, encore, je vais me faire peut-être des ennemis, surtout au ministère de la Santé du Sénégal. On a fait, lors de la COVID-19, j'avais créé un chatbot qui expliquait aux patients les informations données par le ministère. Ce n'étaient pas des informations données par moi-même. Et il y a eu une explosion d'utilisation. Des centaines de messages que je recevais tous les jours. Des gens qui discutaient avec le chatbot même pour lui demander de rassurer de ceci, cela. J'ai reçu un coup de fil du ministère qui m'a demandé tout de suite d'arrêter parce que je ne suis pas le ministère. Bon, ce que je peux comprendre. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour, au-delà des cabinets, ouvrir, entre guillemets, le monde de la santé pour que les gens qui créent ces solutions-là puissent pouvoir mieux faire les choses? Donc, c'est les deux questions que j'avais. Et encore, merci pour la très belle présentation. Merci beaucoup pour cette question. Je vais faire une démonstration si vous m'y autorisez. Il y a une très belle conférence d'un médecin américain qui s'appelle Abraham Verghese sur TED, que vous connaissez certainement. Et sa conférence s'appelle Doctor's Touch. L'annonce du diagnostic auquel vous serez confronté, d'accord? Vous avez le choix entre potentiellement demain une annonce froide délivrée par une IA, d'accord, faite sur un écran à un patient, quand bien même qu'elle soit bienveillante, et l'autre annonce, celle qui vient poser sa main sur vous et qui vient vous expliquer. Ça, c'est une différence majeure et fondamentale. Il va se passer beaucoup de temps entre la chaleur qui est transmise, entre l'empathie de ce simple geste, d'accord, et l'IA. La deuxième question, elle est intéressante, c'est de créer effectivement des espaces neutres qui sont toujours, bien sûr, sous la bienveillance des autorités, mais des living labs, par exemple, ou des laboratoires d'essais encadrés dans lesquels on puisse faire ça. Donc, il y a des expériences qui se font un peu partout, et donc ça peut être des sujets d'expérimentation, soit à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, où on peut aller tester ces technologies, ramener des médecins et faire en sorte qu'ils sont maintenant, effectivement, toute intervention de santé publique doit passer dans un cadre réglementaire. Ça, on peut comprendre que les autorités soient, comment dire, voilà, alertées et puis que ça se passe avec elles. Un commentaire. J'ai peur des commentaires parce que c'est une deuxième conférence, mais mon ami va être bienveillant. Rapidement, d'abord, merci Adam, merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste quand même dire quelque chose en ce qui concerne notre environnement africain. Et vous l'avez très bien dit, je crois la question de la donnée, car finalement l'IA, c'est quoi? C'est une moulinette principalement de la donnée. Et ce qui est stratégiquement terrible
dans notre continent africain, c'est la donnée africaine. Et je crois qu'il y a un travail sérieux à faire avant, je veux dire, d'utiliser la moulinette qui est l'IA. C'est principalement, et je crois que plus donner, comment dirais-je, l'impression à ce que la technologie nous emporte, je crois que ce qui est important pour nous, c'est la question comment concevoir notre donnée, comment protéger nos données, comment organiser nos données. Et je crois que stratégiquement, c'est ce qui est le plus important dans notre continent africain. Merci. Merci beaucoup. C'est juste en une phrase, c'est vraiment très important dans un contexte où nous n'avons pas cette culture de la donnée. Des pays à tradition orale, nous sommes des pays, voilà, je caricature, mais c'est un peu ça. Et cette question-là, elle est très importante sur la génération de la donnée. Par exemple, moi, j'ai fait partie d'une initiative mondiale qui est avec un certain nombre de grands acteurs technologiques mondiaux, Microsoft, Roche, Siemens, Elsevier, pour ne pas les nommer. Et on a à un moment donné réfléchi à différentes choses sur différents pays sur lesquels j'ai travaillé. Mais un des sujets, moi, que je trouve très intéressant, c'est par exemple la santé de la femme au sens large. Woman in totality, pas juste, voilà. Et donc, ça veut dire produire de la donnée avec des centres de recherche qui sont distribués sur toute l'Afrique. Et finalement, c'est assez rarement la production d'une donnée nationale, mais ce qui est important, c'est la production d'une donnée continentale et de faire en sorte qu'on puisse avoir un endroit, un espace où effectivement on va pouvoir générer cette donnée et collectivement utiliser cette donnée. Et merci beaucoup, professeur Choulet. Alors, les amis, on a toute une journée et ensuite on a toute une semaine pour échanger sur les thématiques. Après, il faudra qu'on fasse en sorte que justement toutes les interventions prévues puissent se faire. Et voilà, sinon je remercie vraiment Dr Adam pour son intervention très pertinente et qui nous a beaucoup bonifié, mais les discussions vont continuer, que ce soit en coulisses après et surtout les étudiants dans le groupe WhatsApp. Je veux que ça saute, je veux que vous échangez, donnez-vous des défis, challengez-vous. Pour ceux qui sont inscrits et qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, signalez-le effectivement, s'il vous plaît, à Ousmane pour qu'il puisse faire le nécessaire. Alors, merci beaucoup, professeur. On va introduire tout à l'heure le professeur Lichou. Et il y a une question qui mérite d'être répondue, c'est la question de Albat sur justement les défis. Et en fait, on ne peut pas faire de l'innovation sans faire de la politique. Ça, je le dis aux innovateurs. Aujourd'hui, au lieu d'avoir de petits trucs ici et là, il faut savoir se mettre en commun pour porter des combats. Je prends juste l'exemple du Sénégal. Le cadre juridique ici en santé pour les technologies médicales et surtout en health tech est quasiment vide. Tu es au courant qu'il y a un projet de loi qui est en cours. Qu'est-ce que vous faites, vous, les acteurs de l'écosystème? J'en ai parlé aux autres innovateurs. J'ai dit, faites quelque chose. Positionnez-vous sur ces questions-là. En 2020, on l'a vécu ensemble. J'ai monté le débat numérique et ces questions ont été abordées. Mais justement, c'est le moment pour nous de prendre notre responsabilité, de porter ensemble des combats, de se mettre ensemble dans des cadres et porter des projets politiques qui pourront nous donner gain de cause. Parce qu'au même moment où ton innovation, toi, était en train d'être bloquée, d'autres, dont je ne veux pas citer le nom, ont eu des autorisations pour faire autre chose. Parce qu'ils avaient quoi? Guys, it's politique. OK? Merci beaucoup.